Bonsoir, bienvenue à la vidéoconférence de l'Esprit Jardin. Ce soir, notre invitée est Sylvie Laspina, que je vous présente en quelques mots. Sylvie est ingénieure agronome. Elle développe les filières biologiques chez Nature et Progrès et gère en parallèle une micro-ferme. Elle rédige en outre, ponctuellement, des dossiers pour l'Esprit Jardin. Ce soir, elle va nous parler de comment chouchouter les animaux de la ferme pendant l'hiver, les oies, les canards, les poules, les chèvres et les moutons. Posez-lui vos questions, elle y répondra pendant l'exposé ou juste après. Sylvie, je te laisse la parole. Merci Violaine. Bonjour à tous. Voilà, c'est un grand plaisir de vous rejoindre ce soir en direct sur Facebook pour parler de petit élevage. Donc le petit élevage, c'est ma passion. Comme l'a dit Violaine, voilà, j'élève des chèvres, des moutons, des poules, des canards et des oies. Et ce soir, je vous propose de voir comment on peut les aider à passer la période hivernale. Alors, voilà, c'est l'automne. Vous l'avez tous remarqué, il commence à faire pas très beau, il y a du vent, il y a de la pluie, les feuilles des arbres tombent et petit à petit, nos jardins, la nature sont en train de se transformer pour passer cette période un petit peu difficile qu'est l'hiver. Alors la grande caractéristique de l'hiver, évidemment, c'est que c'est une période où il fait plus froid, les journées sont courtes, le soleil ne monte pas très haut dans le ciel, et donc les animaux, les plantes vont s'adapter pour ne pas trop subir les effets de cette période froide. On le voit, donc les arbres perdent leurs feuilles, les feuilles qui sont sensibles au gel, et ils vont se mettre en dormance jusqu'au printemps. Il y a tout un tas de plantes dans votre jardin, dans la nature, qui ont fait des graines ici pendant l'été ou début de l'automne, pour ensuite disparaître et revenir au printemps prochain, soit des petites plantules qui vont germer, soit des plantes qui vont réapparaître à partir des racines. Les animaux, eux aussi, s'adaptent à l'hiver, les animaux sauvages. Donc, vous allez voir de moins en moins d'insectes dans la nature, de moins en moins de limaces, de moins en moins de vers. Et les oiseaux, il y a quand même toute une partie qui partent en migration. Alors nous, êtres humains, maintenant, nous sommes bien sédentaires. On va rester bien au chaud chez nous, allumer le poêle à bois ou se poster près du radiateur, lire un bon bouquin pendant les longues soirées d'hiver. Et nos petits animaux de compagnie, les chiens, les chats, ils vont en profiter aussi pour rester près de nous, bien à l'abri. Alors, on va parler ce soir des animaux qui sont nos compagnons, mais qui restent dehors, qui restent dans le jardin et qui vont donc, eux, subir un petit peu cette période de froid. La première question qu'on pose souvent, c'est tiens Sylvie, qu'est-ce que je peux faire pour que mes animaux aient moins froid en hiver? Alors, il faut tout d'abord savoir que c'est très simple d'aider ces animaux à ne pas avoir trop froid en hiver. Il suffit de leur prévoir un abri, un endroit qui leur permet de s'abriter du vent, de la pluie ou de la neige. Donc ça, c'est vraiment important, et pas seulement en hiver, mais aussi pendant l'été, le printemps, l'automne, pendant toutes les saisons. Et d'ailleurs, c'est une obligation légale, puisque c'est quelque chose qui est repris dans le Code wallon du bien-être animal en Wallonie. Alors, un abri, pour les intempéries, c'est pas forcément une maison, c'est pas forcément quelque chose de très difficile à faire. Ça peut être simplement un toit, quelques murs qui permettent de briser le vent. Ça ne doit pas forcément être fermé, il ne faut pas enfermer les animaux en hiver, ils ont besoin d'air, ils aiment être au grand air. Donc, leur offrir ce que finalement les animaux sauvages, eux, vont chercher dans la nature. Les renards, les blaireaux, les biches vont, quand il ne fait pas très beau, se réfugier dans la forêt, dans les fourrés, là où ils sont à l'abri du vent parfois, dans des terriers, etc. Nous, nos animaux, ils n'ont pas la liberté de mouvement des animaux sauvages, évidemment, puisque nous, on va la garder dans nos jardins avec des clôtures, des barrières, et donc c'est tout à fait normal que nous, en tant qu'éleveurs, on puisse leur fournir ces abris, les mettre à disposition.
C'est simple donc finalement. Pourquoi? Parce que les animaux, ils ont rarement froid. Les animaux, ils sont mieux conçus que nous, ça il faut le dire, pour ne pas avoir froid. Je vais prendre l'exemple des chèvres, par exemple. Les animaux à poil, eh bien, ils vont développer un pelage beaucoup plus dense en hiver. Vous allez le voir chez votre chat, votre chien aussi. Et le grand exemple, évidemment, ce sont les moutons, avec toute leur laine, avec leur toison. On peut dire qu'en hiver, ils ont un bon pull pour ne pas avoir froid. Les moutons, c'est un peu spécial, parce que les animaux à poil, généralement, au printemps, ils vont de nouveau muer pour passer au pelage d'été. Les moutons, pour une raison de coévolution avec l'homme et de sélection, les moutons, il n'y a plus qu'une ou deux races qui perdent naturellement leur laine, comme les moutons Soé, que j'ai par exemple chez moi. Et sinon, c'est vrai qu'il faut intervenir, il faut les tondre, et on fait ça généralement au mois de mai, dès qu'il ne fait plus trop froid, pour qu'ils soient un petit peu plus légers pour l'été. Voilà pour les animaux à poil. Et donc, on dit parfois que les chèvres n'aiment pas être dehors en hiver. Moi, je trouve que c'est faux. Mes petites chèvres, en tout cas, elles adorent être dehors, même quand il y a de la neige. Mais c'est vrai que quand il y a un peu trop de vent, un peu trop de précipitation, à ce moment-là, elles vont aller se réfugier dans l'abri et puis ressortir un peu plus tard. Et les animaux à plumes, maintenant. Les animaux à plumes, c'est la même chose. Donc, ils vont développer, cette fois-ci, c'est plus des poils, mais un duvet pour être bien protégés des conditions hivernales. Alors, on va parler des oies ce soir. Mais les oies, c'est le meilleur exemple finalement, puisque c'est avec le duvet des oies qu'on a fait les premières couettes et les premiers oreillers. Donc, c'est vraiment bien chaud. Une autre stratégie encore des animaux pour ne pas avoir froid, c'est aussi de développer une couche de graisse juste en dessous de la peau. On a ça chez les palmipèdes comme les oies et les canards. Et puis, on a un autre exemple. C'est pas un animal à plumes, mais c'est le cochon. Le cochon, vous avez déjà vu la couenne du cochon, c'est énorme et ça va vraiment lui permettre de ne pas avoir froid pendant la période hivernale. Les cochons, ils n'ont quand même finalement que très peu de poils et c'est vraiment cette couche de gras qui va leur permettre de ne pas avoir froid pendant la saison plus difficile. Alors ici, évidemment, je vous ai parlé des adultes. Il faut évidemment faire attention si vous avez des naissances en hiver. Alors en théorie, dans la nature, il y a très peu de naissances en hiver. Il y en a même, j'ai envie de dire, qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas un oiseau qui va nicher en hiver. Et donc, de manière naturelle, c'est très très rare qu'une poule ou qu'un canard commence à couver en plein hiver. D'ailleurs, chez les canards, par exemple les coureurs indiens, la ponte s'arrête vers le mois d'août et ne reprend qu'en mars. Ils ne vont pas se fatiguer à faire des œufs à partir du moment où c'est l'hiver, où il fait froid et où la survie de leurs petits, de ce fait, est mise en danger. Ça peut arriver par contre que, comme il y a des poules qui pondent en hiver, que des éleveurs décident de mettre des œufs en couveuse pour avoir des petits poussins. Voilà, c'est possible de le faire. Moi, je le déconseille quand même fortement parce que c'est très difficile à gérer à partir du moment où les petits sont nés, les poussins sont nés. On va devoir les mettre sous une lampe chauffante pour ne pas qu'ils prennent froid. Mais dans tous les élevages, il faut toujours un peu de ventilation, il faut renouveler l'air. Et évidemment, en hiver, cet air, il est froid. Et donc des courants d'air froid comme ça sur des petits poussins, c'est quand même pas l'idéal et c'est quand même vraiment préférable d'attendre la bonne saison pour pouvoir faire des élevages comme ça. Par contre, si on revient à nos animaux à poil, il arrive quand même souvent qu'on ait des naissances en hiver. L'exemple des chevreaux, par exemple, on a parfois des mises bas en février ou en mars, il peut encore faire très froid. Et alors il y a l'exemple aussi des agneaux de Pâques, évidemment. Les agneaux de Pâques, ils sont prêts pour Pâques environ du mois d'avril. Et donc ce sont des animaux qui vont naître en janvier ou en décembre, et donc à une période aussi où il fait froid.
Ça, évidemment, ce sont un peu des exceptions qui viennent du fait qu'on a, on a un petit peu sélectionné ce genre de comportement chez les animaux. Et là, évidemment, là, il faut faire très attention à ce que les petits ne prennent pas froid. Et donc, préférez bien garder les animaux dans une bergerie pour cette période-là. Voilà. Ici, je vous ai parlé de la question du froid. Alors vous allez me dire, mais Sylvie, comment ça se fait finalement que les oiseaux migrent en automne? Pourquoi est-ce qu'ils vont dans les pays chauds pour l'hiver? C'est vrai, pourquoi? Eh bien, quels sont les oiseaux qui migrent? Ce sont principalement des oiseaux insectivores. Donc vous connaissez les martinets, les hirondelles, les pouillots, les rouges-queues. Voilà, ce sont tous des animaux qui nous rejoignent vers le mois d'avril, le mois de mai, qui passent la belle saison chez nous, qui mangent une quantité d'insectes phénoménale, et puis vers septembre, octobre, là, ils prennent leur bagage et ils s'en vont. Alors, ils ne s'en vont pas parce qu'ils ont froid, ils s'en vont surtout parce que chez nous, en hiver, des insectes, on n'en trouve pas. Et par exemple, les hirondelles ou les martinets, ça ne mange absolument rien d'autre que des insectes. Ce sont des oiseaux qui chassent en vol, ça ne consomme pas de graines. Voilà, donc c'est vraiment important pour eux de continuer à avoir des insectes sous la main. Et c'est pour ça que ces oiseaux nous quittent pour aller passer l'hiver dans des contrées beaucoup plus chaudes et plus agréables que l'hiver chez nous. La migration, ça concerne aussi d'autres oiseaux sauvages, comme par exemple des rapaces. On a chaque hiver des buses, par exemple, qui viennent des pays scandinaves et qui viennent s'installer chez nous le temps de l'hiver avant de remonter. Et nos buses, parfois, elles descendent aussi un petit peu. Et on a comme ça toute une série d'oiseaux, comme des pinsons, par exemple, qui descendent simplement parce que, dans les pays scandinaves, avec la neige, ils ont aussi du mal à trouver les petites graines ou les petits mulots, en fonction de leur régime alimentaire, qui peuvent... qui ne seront plus chassés, qui vont venir trouver chez nous. Voilà un petit peu pour la question du froid. Et on va voir un petit peu, puisque nous sommes en direct sur Facebook. Donc n'hésitez pas évidemment à envoyer vos questions, vos commentaires, un petit peu peut-être votre expérience aussi chez vous, ce que vous faites vous aussi pour aider les animaux en hiver. Et Violaine ici surveille, elle guette tout ça pendant que je vous parle et elle va venir ici, poser les questions auxquelles je vais essayer de répondre. Sylvie, voilà, un spectateur demande si une canne couve en automne. J'ai entendu que ça n'arrivait pas souvent, mais faut-il la laisser faire et comment aider les canetons à ne pas prendre froid? Est-ce que l'aide de la mère est suffisante ou faut-il faire quelque chose? Voilà, petite question. Voilà une bonne question. Merci Violaine. Alors, ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir une canne qui, tout à fait en fin de saison, se dit, ça y est, moi je veux absolument couver des œufs. Alors elle pond, et puis elle s'installe sur ses œufs, pas moyen de la déloger, elle y tient dur comme fer. Voilà, ça arrive principalement dans deux situations, soit ça peut être un animal qui est frustré parce qu'elle n'a pas réussi à s'installer pour couver avant. Peut-être parce qu'on l'a systématiquement dérangé et qu'on arrive en fin de saison et se dit non, maintenant moi je veux absolument mes petits. Les mères, c'est tenace. La deuxième situation, ça peut être qu'elle a couvé et puis il y a eu un accident avec ses petits, elle les a perdus et elle a toujours cette fièvre d'être maman et elle décide de couver. Alors vous êtes là, qu'est-ce que je fais ? Parce qu'il va faire froid, parce qu'on sait que la couvaison d'une canne, c'est 28 jours, c'est long. Il va faire froid, qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce qu'il faut la laisser couver? C'est un petit peu à chacun à choisir finalement et à prendre sa décision. Maintenant, si vous la laissez faire, il faut être prêt à réagir. Parce que les animaux, les canards par exemple, ce sont des très bonnes mères, mais elles ont leurs limites. Moi j'ai eu le cas cette année, j'ai une canne de Barbarie qui a absolument voulu couver, alors je l'ai laissé faire, elle a eu ses naissances au bout de 28 jours, c'est quand même très long, on attend, on surveille,
Et puis les petits ont commencé à naître et là je les ai laissés avec elle, j'ai laissé faire la nature, mais voilà, elle a eu du mal à s'en occuper, il y a eu 1 ou 2 morts de froid en une nuit, il a suffi d'une nuit pour qu'ils prennent froid. Et donc voilà, à ce moment-là, ce qu'il est quand même préférable de faire, si on n'a pas envie voilà, de devoir se retrouver avec des morts, ce qu'il vaut mieux faire alors, c'est installer la mère et les petits, ça peut être une poule hein, avec des poussins aussi, installer la mère et les petits sous une lampe chauffante à un endroit où ils sont abrités de l'eau, de la pluie, de l'humidité, enfin il faut qu'ils puissent boire aussi évidemment, et abrités du vent. Et de cette manière-là, pour moi cette année, cette canne, elle a élevé ses petits pendant plusieurs semaines comme ça, protégés sous la lampe chauffante. Donc si elle n'arrivait pas à être au-dessus de tous ces canetons, ben, ils ne prenaient pas froid. Et puis maintenant, ben, ils vont pouvoir sortir puisque le plumage s'est développé. Voilà. Merci. Alors, on va continuer. Et donc, vous l'aurez compris avec cette première partie, le problème en hiver, c'est pas le froid, c'est plutôt la nourriture. La nourriture. Alors, les chèvres et les moutons, qu'est-ce que ça mange à la bonne saison? Ça mange de l'herbe, surtout les moutons, et ça mange des feuillages, hein, surtout les chèvres. On connaît bien les chèvres, elles préfèrent aller grignoter les feuillages et les écorces des arbres et des arbustes. Qu'est-ce qui se passe en hiver? L'herbe ne pousse plus, donc il n'y a plus beaucoup de choses à pâturer. Et en plus, cette herbe, elle est froide, elle est humide, et c'est quelque chose que les animaux ils n'aiment pas du tout. Et alors, ben, les feuilles sur les arbustes, ben, elles sont tombées. Donc, évidemment, ça va de soi, là je ne vais rien vous apprendre. On va donner du foin aux animaux. Du foin, c'est simplement de l'herbe qui est conservée, qui est séchée. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va faire partout. Évidemment, je suis sûre que ceux qui ont déjà des petits ruminants chez vous le font aussi. Pour les volailles, ben, les volailles, c'est la même chose. Les poules, les canards, ce sont des animaux qui sont omnivores. Et donc, ce sont des animaux qui vont manger un petit peu des insectes, un petit peu des vers, des limaces, un petit peu des plantes aussi, de l'herbe, des pousses d'herbe. Et donc, en hiver, ben, ils vont se trouver un petit peu en rupture de stock. Plus d'insectes, quasiment plus de limaces ou de vers quand il fait froid, quand il gèle. Bon, les brins d'herbe, avec un peu de chance, il en restera dans leur parcours s'il est assez grand, parce que quand ça gratte, évidemment, bah, l'herbe a un petit peu du mal à tenir en hiver. Et donc, ici aussi, on va s'adapter en tant qu'éleveur en augmentant la ration des céréales qu'on leur donne tous les jours, des petites graines. Là, je ne vous ai rien appris non plus. Là où je vais vous donner quelques trucs et astuces, c'est au niveau de petits compléments alimentaires qu'on peut donner aux animaux qui vont leur permettre d'avoir ces vitamines dont ils ont besoin, ces minéraux et peut-être même des substances un petit peu plus médicinales qui vont leur permettre d'être en bonne santé. Alors, je vais vous donner 2 trucs. On va commencer par les baies. Les baies, les petites baies, comme ceci, par exemple. Voilà. Ici, j'en ai pris quelques échantillons. Les baies sont sur les arbustes, surtout maintenant en automne. Et évidemment, les oiseaux adorent les baies, mais il n'y a pas que les oiseaux. Si vous vous promenez un petit peu dans la nature, vous allez trouver des cacas de renard, et dans les cacas de renard, il y a des noyaux. Et on retrouve donc ces petites baies un petit peu dans le régime alimentaire d'un tas d'animaux, tout simplement parce que ce sont des concentrés de vitamines et d'un tas de substances qui vont permettre à ces animaux d'être en bonne santé et bien préparés à affronter l'hiver. Mais les baies, c'est seulement maintenant, parce que très vite, d'ici quelques semaines, il y en aura de moins en moins, hein, parce que tout le monde se gave de baies, tous les oiseaux avant de partir en migration aussi. Et donc, c'est intéressant d'aller les récolter maintenant pour pouvoir les donner en plein hiver à vos animaux. Alors, ça ne se conserve pas facilement, les baies. Elles vont avoir tendance à devenir molles, à moisir. Et donc, ce qui peut être intéressant, eh bien, c'est de faire des bocaux. Ça, c'est un bocaux grand format, évidemment. Vous pouvez faire des plus petits bocaux également. Il y a principalement 2 techniques que vous pouvez appliquer pour faire des bocaux.
tout d'abord, la première technique moi que j'ai utilisée, c'est la stérilisation. Donc vous allez utiliser un bocal qui peut être stérilisé. Donc ici c'est un bocal WEC. Vous allez le remplir de baies, pas forcément de trop, il faut toujours laisser un peu d'espace. Et vous allez ensuite rajouter de l'eau de manière à arriver à plus ou moins 2 cm du bord. Vous mettez le petit caoutchouc, le couvercle, les clips et vous allez pouvoir les stériliser. Alors un stérilisateur, c'est une grande casserole dans laquelle on peut mettre plusieurs bocaux. Ensuite, on met de l'eau dans la casserole et on va chauffer pour porter à ébullition pendant un certain temps. De manière générale, quand on stérilise des aliments, c'est 1h15 d'ébullition. Après, on laisse refroidir progressivement, gentiment dans la casserole. Et le lendemain, 24 heures après, on remet pendant une demi-heure. Voilà, ça c'est la stérilisation. Ça marche très bien, ça conserve vraiment très longtemps. Tout petit inconvénient de la stérilisation, on chauffe. Et on chauffe très fort. Donc tout d'abord, on consomme de l'énergie, voilà, petit côté écologique. Et peut-être un inconvénient, c'est que cette chaleur, elle peut dégrader des vitamines. On sait par exemple que la vitamine C, elle est très sensible à cette chaleur et donc on risque de perdre certains nutriments dans notre bocal. Et c'est là que la deuxième méthode est vraiment hyper intéressante, c'est la lactofermentation. Voilà, et ça c'est ce que j'ai testé dans un deuxième temps. Après avoir testé la stérilisation, je me suis dit, mais tiens, je vais essayer la lactofermentation, comme on le fait, nous, pour les aliments que l'on utilise, que l'on mange. Alors, la lactofermentation, c'est très simple et on va faire une petite démonstration. Pour faire de la lactofermentation, vous avez besoin d'un bocal. Alors moi j'utilise les mêmes bocaux que pour la stérilisation parce que je les trouve très pratiques. Ici avec le joint de caoutchouc, ça arrive régulièrement quand on fait une lactofermentation que ça fait un petit peu des gaz, ça crachote un petit peu et donc voilà, ça c'est vraiment un type de bocal qui est assez pratique. Vous avez votre bocal et ses accessoires et vous allez le remplir de baies. Alors, je ne vais pas encore vous dire quelle espèce c'est, puisqu'on va faire un petit quiz juste après. Mais on va donc aller récolter des baies. Alors, vos baies, elles doivent être mûres, idéalement. C'est toujours mieux. Nous, on aime quand même mieux manger des framboises mûres que des framboises pas mûres. Mais pas encore non plus trop mous et passées, quoi. Vous devez les cueillir comme si vous alliez les manger vous-même. Voilà. Et vous allez donc, remplir votre bocal avec différents types de baies que vous allez choisir dans la nature. On va revenir sur les espèces après. Voilà. On ne va pas remplir jusqu'au dessus de nouveau. On va garder un petit espace. On va ensuite rajouter de l'eau, mais de l'eau salée. Donc de l'eau salée. Là. Je reviens avec mon matériel. On va utiliser de l'eau salée et le sel va permettre en fait que ce ne soit pas des mauvaises fermentations qui viennent se produire. Alors, au niveau de la concentration de sel, il y a une petite règle à suivre en lactofermentation, c'est 30 g de sel par litre d'eau. Alors ici, je ne vais pas faire tout un litre d'eau, ce n'est pas nécessaire. Je vais faire 250 ml d'eau. Voilà. Pas très bien. Voilà. Et puis si c'est pas... Oui, j'ai un doute que ce soit assez. Je vais faire un demi-litre. On boira le reste ou pas. C'est pas très bon l'eau salée. Hein. J'ai une cuillère. Ça j'ai oublié de prendre. Voilà. Donc on a notre eau. Et ensuite, comme il y a un demi-litre d'eau, eh bien on va peser 15 g de sel. Voilà. Une petite balance de précision. C'est plus facile.
on va mettre du simple sel de cuisine en fait. Et donc 15 grammes pour mon demi-litre d'eau. Voilà. Je peux mettre ça dans l'eau. Voilà. Et on va évidemment tourner pour dissoudre le sel dans l'eau. Voilà. Alors en général, moi je prends de l'eau bouillante dans laquelle je mets le sel parce que c'est plus facile aussi pour le dissoudre à chaud. Mais voilà, ici, on peut le faire à froid aussi. Et on verse évidemment cette préparation dans le bocal pour recouvrir les baies. Bon, elles ont tendance à flotter un petit peu aussi. Et on va s'arrêter plus ou moins à 2 cm du bord du bocal. Qu'est-ce qu'on va faire après? Eh bien, c'est super simple. On va fermer le bocal comme on le mettrait pour stériliser. Voilà. Toujours chasser un petit peu les bulles d'air. Et on va garder ce bocal pendant 3 ou 4 jours à température ambiante. Ça va permettre à la fermentation de démarrer dans des bonnes conditions. Et ensuite, on va stocker les bocaux plutôt au frais, dans une cave ou dans une remise, sur une étagère, pour pouvoir les utiliser quand on a envie. Et ça aussi, ça va conserver pendant pas mal de temps, hein, plusieurs mois, plusieurs années, même si le processus s'est bien passé. Voilà, la lactofermentation. Alors, avantage, il n'y a pas de cuisson, c'est super facile à faire. Il suffit juste de doser le sel pour avoir la bonne concentration. Et le gros avantage de ça, c'est vraiment que les vitamines, tous les éléments, les nutriments sont préservés. Et voire même, la lactofermentation, elle permet même d'enrichir dans certains nutriments, puisque les petites levures ici qui vont faire cette lactofermentation vont produire elles-mêmes aussi certaines vitamines et certains minéraux. Donc ça, c'est hyper intéressant pour vos animaux. Alors, on va faire le petit quiz. Donc, qu'est-ce que l'on peut utiliser comme baie pour donner à ces animaux? Alors, j'ai ramené quelques échantillons avec moi. Nous allons commencer par ceci. Voilà. C'est un arbuste épineux qui a des baies noires. Très courant dans nos régions, donc ce sont des arbustes qui sont ici de nos régions. C'est le numéro 1. Donc moi je compte sur vous pour faire le quiz et pour mettre en commentaire sur Facebook vos solutions. Donc numéro 1. Passons au numéro 2. Numéro 2, aussi un arbuste très courant chez nous, plutôt avec des baies rouges et des belles feuilles échancrées. Voilà, ça c'est le numéro 2, à vos claviers. Et enfin, le numéro 3, je vais vous montrer 2 rameaux. Pour le numéro 3, je vais vous montrer le rameau sauvage. Ça, c'est la plante que l'on a chez nous dans la nature. Voilà. Et je vais vous montrer le rameau qui est plutôt d'un cultivar, mais qu'on retrouve beaucoup dans les jardins, par exemple. Voilà. Ah, c'est aussi une plante épineuse. Alors voilà, on attend vos réponses sur Facebook et on fera d'ici 2-3 minutes les solutions avec vous. Alors avant cela, à qui est-ce qu'on peut donner ces baies et quand est-ce qu'on peut donner ces baies? Alors les baies, moi j'ai déjà remarqué que généralement les poules, elles en sont très friandes.
Alors moi, je ne les donne pas forcément tout l'hiver, hein, parce que si on voulait en donner tout l'hiver, il faudrait quand même avoir énormément de bocaux, de baies. Donc moi, je les donne quand il y a de la neige. Quand il y a de la neige, je sais qu'elles n'arrivent pas à aller gratter, à manger des pointes d'herbe, à aller voilà, chercher des choses dans le parcours, parce que chez moi, ils ont vraiment beaucoup d'espace pour aller chercher des petites choses. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là que je leur ouvre le matin, hop, un bocal, pour qu'elles puissent aller chercher ce qu'elles ont envie. Pour les canards et les oies, c'est la même chose. Je remarque quand même qu'ils sont un petit peu moins friands, ils sont un petit peu moins foufous de ces petites baies-là. Et alors, pour les chèvres et les moutons, vous pouvez aussi leur mettre, toujours à petite dose, hein, puisque ça ne fait pas vraiment partie de leurs habitudes alimentaires, vous pouvez aussi leur mettre un petit peu dans leur ration aussi, et ils vont aller chercher les baies dont ils ont besoin, puisqu'il y a certaines baies qui ont vraiment des vertus intéressantes aussi pour les chèvres et les moutons. Je vais y revenir. Alors, est-ce qu'on a des réponses à notre quiz? Pas beaucoup. On peut encore attendre un tout petit peu et je peux peut-être déjà répondre à une question avant de vous parler un petit peu de quelles baies on peut donner à ces animaux et un petit peu les propriétés des baies. Alors, Violaine. Alors, j'ai une petite question de Justine. Oui. Peut-on donner le jus de lactofermentation aux animaux ou bien faut-il égoutter les baies avant de leur donner? Voilà. Ça, c'est une bonne question. Parce que, comme je vous l'ai expliqué de suite, comme je vous l'ai montré, dans le jus de lactofermentation, c'est quand même un liquide qui est salé, qui est quand même assez fort salé. Et donc, on va quand même éviter de le donner aux animaux. Tout d'abord, je ne suis pas du tout sûre qu'ils apprécient vraiment de boire de l'eau salée. Et voilà, le sel, c'est quand même pas très très bon pour la santé. Donc, il vaut mieux à ce moment-là, quand vous leur donnez les baies, égoutter au minimum. Et puis, si vous avez envie, passer un petit peu dans une passoire sous l'eau claire pour enlever encore un petit peu de sel. Donc, c'est toujours préférable. Voilà. Alors, on va passer au résultat du quiz. On n'a pas beaucoup de gagnants ce soir, mais voilà, on va donner les solutions. Alors, je vais commencer par ce rameau-ci. Voilà, c'est un arbuste de nos régions, épineux, très épineux. On n'aime pas trop le tailler, celui-là, même s'il faut absolument, parce que c'est un arbuste qui est quand même très très volontaire. Et il fait des baies qui deviennent noires à maturité. Son petit nom, c'est l'épine noire. Mais on l'appelle aussi le prunelier. Yes. Violaine a gagné. Voilà, donc le prunelier, les prunelles, ne les mangez pas, c'est quand même très astringent. Si vous voulez quand même les goûter, je vous conseille d'attendre qu'elles gèlent ou de les mettre au congélateur, de les piquer à la fourchette et de les mettre dans l'alcool à 40% et vous avez une superbe liqueur extraordinaire. Mais ne la donnez pas à vos animaux parce que ça par contre je crois qu'ils n'aiment pas trop. Voilà, la prunelle, c'est vraiment excellent pour les animaux, ils en raffolent vraiment. Quand je leur donne des bocaux, ils se ruent vraiment sur ces baies-là. Et elles ont des très chouettes propriétés au niveau des vitamines et elles sont aussi antiparasitaires pour les animaux, les chèvres, les moutons. Donc c'est vraiment intéressant. Passons à la seconde plante. Voilà. Hop. Nous avons cette fois-ci l'épine blanche. Contrairement à l'épine noire, c'est aussi un arbuste de nos régions, épineux, très courant. Alors comme le prunelier, il va donner une floraison blanche très tôt dans la saison, mais juste un tout petit peu plus tard que le prunelier. Il commence un tout petit peu en retard. C'est super beau dans le paysage parce que généralement on n'a pas encore de feuilles ou on n'a pas beaucoup de feuilles à ce moment-là. Voilà, l'aubépine, dont les petites baies rouges sont des senelles. C'est un mot qu'on n'utilise pas très souvent, c'est le nom des baies. Et donc, c'est une plante qui est réputée au niveau médicinal pour ses propriétés circulatoires. Donc ça aussi, les animaux, ils aiment bien. Violaine a encore gagné.
Oui, je suis trop fort. J'ai pas encore dit quel était le prix. Un bocal de baie. Tiens, poule violaine. Numéro 3, en version sauvage. Est-ce que vous l'aurez reconnu? C'est l'églantier. L'églantier ou le rosier sauvage. Violaine a fait un sans faute. Voilà. Et il y a aussi son pendant cultivé que l'on voit très très souvent dans les parcs et les jardins ici, qui fait des fruits quand même, vous voyez, beaucoup plus gros, j'ai même pas pris les plus gros d'ailleurs, et beaucoup plus charnus. Voilà, le fruit que l'on appelle cynorhodon, que l'on connaît aussi pour ses poils irritants, le poil à gratter. Alors l'églantier, vraiment, c'est une perle pour vos animaux en hiver. C'est une perle parce que c'est une bombe de vitamine C. C'est plus concentré que les agrumes. C'est vraiment très très riche en vitamine C. Et voilà, et c'est aussi une plante qui est vermifuge et qui va donc aider vos volailles, vos moutons, vos chèvres à se débarrasser des parasites qui peuvent être dans leur tube digestif et dans leurs intestins. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Donnez-leur des baies fraîches maintenant, tant qu'il y en a, et n'hésitez pas à en mettre vraiment dans vos bocaux de baies. Alors, je vous ai donné 3 exemples, mais il y en a plein d'autres. Il y a les sorbes, les fruits du sorbier, sorbier des oiseleurs, le nom le dit bien. Il y a les baies du sureau noir, par exemple, les cornouilles. Donc, il y a toute une série de baies que l'on peut trouver comme ça dans la nature et qui peuvent être données aux animaux. Alors, il faut éviter évidemment les baies de lif, qui sont quand même réputées toxiques pour pas mal d'animaux, et les baies du hou, par exemple, aussi. Voilà, donc faites-vous plaisir, faites plaisir à vos animaux, allez récolter des baies, c'est le moment, et préparez-leur vraiment le must. C'est magnifique bocaux que vous serez bien content d'ouvrir en hiver. Alors je vous montre mon deuxième bocal ici. C'est un bocal qui comprend des quartiers de pommes, des petites pommes sauvages. N'hésitez pas aussi, si vous en croisez sur votre chemin, toutes petites pommes, mais qui sont généralement très acides, vraiment immangeables pour nous, eh bien, les oiseaux adorent ça, principalement les poules, mais vous allez voir aussi que les merles vont venir, les rouges-gorges, voilà, il y a toute une série d'oiseaux sauvages qui vont aussi venir en profiter, et ça se prête très bien en stérilisation, donc n'hésitez pas à en profiter à faire quelques bocaux également. Tu veux bien rappeler le nom de ce... je n'ai pas bien inscrit. Donc ce sont des pommes sauvages, simplement. Voilà. Ouais. Merci. Et voilà. Alors on va passer à la dernière partie. Je vais bouger un petit peu ça. On va passer à la dernière partie ici de petites astuces ici que je vais vous donner pour donner des petits compléments comme ça à l'alimentation de vos animaux. Merci. Je vais mettre votre assistante près de moi. Voilà, on va parler des graines germées. Pardon. La lactofermentation, on en parle beaucoup pour la santé humaine et c'est normal. Les graines germées, c'est la même chose. C'est hyper intéressant pour les animaux aussi. Le fait de faire germer la graine, voilà, la graine va activer certaines enzymes. Les enzymes, ce sont des molécules, c'est un peu comme des ciseaux. Et ces ciseaux vont couper certaines molécules pour rendre accessibles des minéraux, etc. Et donc, on va avoir la matière des graines, finalement, qui est beaucoup plus digeste, beaucoup plus assimilable et avec plus de minéraux et de vitamines. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce qu'on donne comme graines? Alors, on peut donner de tout, vraiment, comme graines germées. Le plus facile à trouver, ce sont les céréales, évidemment, donc du blé, de l'orge, de l'avoine, de l'épeautre, par exemple. Et vous pouvez aussi mélanger avec des légumineuses. Les légumineuses, comme le pois ou la vesse, par exemple. Ça, ce sont les plus courants. Alors, il faut évidemment acheter des graines entières. Si vous achetez des graines concassées, là, elles sont foutues, elles ne vont plus germer, évidemment. Donc, achetez des graines entières. Vous pouvez les trouver
chez les marchands de grains. Vous pouvez les trouver chez les meuniers aussi, si vous avez un moulin près de chez vous, ou encore si vous avez des agriculteurs bio pas très loin de chez vous. Souvent, ce sont des mélanges qu'ils cultivent, eux, pour donner en complément, par exemple, aux bovins ou aux moutons, etc. Donc, voilà, il est possible d'aller en trouver. Alors, les graines germées, voilà, je le disais, c'est vraiment très intéressant au niveau nutritionnel. À qui est-ce qu'on va aller donner ces graines germées? Les poules, évidemment, les canards et les oies, donc ce sont des animaux à plumes qui ont l'habitude de manger des graines, et j'ai même envie de dire qu'en hiver, c'est leur principal aliment. Donc ce que vous pouvez faire, il ne faut pas faire ça forcément en continu tout l'hiver, hein, parce que c'est un aliment très très riche que vous allez leur donner, mais vous pouvez par exemple donner 50% moitié de graines normales et moitié de graines germées dans leur ration. Voilà. Alors pour les animaux à poil, les ruminants, donc les ovins et les caprins, les chèvres et les moutons, par contre là vous allez devoir faire attention de ne pas leur en donner de trop. Parce que les ruminants, ils sont faits pour manger de l'herbe, du foin, mais pas vraiment des céréales, pas vraiment des graines comme ça. Précaution à prendre, c'est quand vous allez donner ça à vos moutons et à vos chèvres, faites-le toujours après un bol de foin. Donc à la limite le matin, quand vous venez soigner vos animaux, voilà, vous leur mettez du foin. Vous attendez un quart d'heure qu'ils commencent à bien manger le foin, et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir donner des graines germées. Comme ça, leur ventre, leur système digestif est prêt à recevoir ces graines. Et ensuite, voilà, ne pas donner de trop, évidemment. Donc j'ai envie de dire une poignée par animal, c'est bien suffisant. Et c'est vraiment quelque chose qui va les booster leur santé. Et c'est particulièrement intéressant quand vous avez des chèvres ou des moutons en gestation. Souvent, les animaux, ils se reproduisent en automne, alors ils passent l'hiver avec leurs petits qui se développent dans leur ventre, et donc c'est intéressant de leur donner un petit complément comme ça, qui va leur permettre d'être en pleine forme pour accueillir le petit. Voilà pour les graines germées. Comment fait-on en pratique? Petite démonstration. Et voilà. Ah, mais il y a encore de l'eau. Tu sais, Il va la vider? Oui, c'est possible. Alors, c'est du direct, hein. Vous excuserez évidemment les petits moments de battement qui ne sont pas trop longs, en fait, finalement. Voilà. J'ai apporté avec moi un bac et ici un mélange de graines. Alors, je vais essayer de l'approcher de la caméra. Voilà, on voit un petit peu. On voit qu'il y a des céréales, on voit qu'il y a des petites graines plus rondes, qui sont des graines de vesse. Voilà, c'est un mélange que j'ai été acheter au moulin de Cherin à Gouvy, qui se trouve pas très loin de chez moi. Voilà. Alors, quand vous allez démarrer avec les graines germées, eh bien, vous allez commencer avec une certaine quantité. La quantité, c'est difficile de vous dire combien vous allez utiliser. Ça dépend du nombre d'animaux que vous avez. Disons ici, voilà, mettons ici, je commence avec 700 grammes de graines. Ces graines, vous allez les répartir ici dans comment on appelle ça? Dans une boîte en plastique, comme ceci. Voilà. Pesez bien avant de les mettre dans votre boîte en plastique. Ici, l'idéal, c'est d'avoir un récipient en plastique, parce que ça doit être étanche. Je préfère toujours le bois, mais c'est plus compliqué. Ça doit être étanche et ça doit être bien propre pour ne pas qu'il y ait des développements de bactéries, etc. Parce que ça, c'est quand même pas très bon. Voilà. Et alors, idéalement, votre récipient, il va être assez grand de manière à permettre qu'il n'y ait pas une couche trop importante de graines, trop épaisse, je veux dire, de graines ici dedans, pour que ça puisse plus facilement aérer. Voilà, 700 grammes de graines. Vous allez devoir, la première fois, faire un test. Parce qu'en fonction des types de graines que vous utilisez, ils auront besoin de plus ou moins d'eau. Et donc, c'est un petit peu par essai-erreur que vous allez déterminer la quantité d'eau qui sera nécessaire. Ici, avec ce mélange-ci,
Voilà, j'ai vu qu'il me fallait plus ou moins, je prends mon copion, un demi-litre d'eau pour 700 g de grains. Et donc, je prends de l'eau, pas salée cette fois-ci, sinon ça va rater. Et voilà, un demi-litre d'eau que je vais verser sur les graines. Petite recommandation par rapport à l'eau. Alors d'habitude, moi j'aime beaucoup utiliser l'eau de pluie pour beaucoup de choses. Pour les graines germées, il faut vraiment plutôt travailler avec l'eau du robinet. Pourquoi? Parce que l'eau de pluie, généralement, on la collecte sur les toits. Hein, c'est la pluie qui ruisselle sur des toits. Et il n'est quand même pas rare qu'il y ait un oiseau qui ait fait sa petite crotte sur le toit aussi. Et on se retrouve vite avec de l'eau qui peut être contaminée avec des choses pas très sympathiques pour vos animaux. Et le fait ici que ça germe, que ça stagne, que ce soit humide, généralement, ça permet un peu trop le développement de ces levures, de ces bactéries-là. Donc, il ne faut pas beaucoup d'eau vraiment pour les graines germées. Préférez quand même l'eau du robinet où on sait voilà, qu'elle est bien indemne, elle est bien pure et qu'il n'y aura pas ce type de problème pour vos animaux. Voilà, vous avez versé l'eau et là, on retrousse ses manches et on va tout simplement faciliter le contact des graines avec l'eau. On va touiller un petit peu comme ça. Voilà. Et vous allez faire ça 2 fois par jour, pourquoi pas le matin et le soir, tout simplement pour que la partie en surface qui va avoir un petit peu tendance à sécher se remélange avec le reste et que la partie un peu en dessous, qui aura moins de contact avec l'air, puisse se réoxygéner aussi. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant les premières 24 heures? Les graines vont absorber l'eau, elles vont grossir. Et c'est au bout de ces 24 heures que vous allez voir si vous avez mis trop d'eau, parce que là, il va rester de l'eau libre ici dans vos graines. Et ça, c'est embêtant parce que ça risque de provoquer trop de moisissure, le fait que ce soit trop humide. Et si vous avez mis trop peu d'eau, vous allez voir que tout sera rentré vraiment dans les graines. Et voilà, il y a encore moyen d'absorber un peu. Et voilà, c'est vraiment par essai-erreur pour une ou deux premières fois que vous allez pouvoir voir quelle quantité vous devez mettre pour vos graines germées. Et ensuite, voilà, 2 fois par jour, vous avez vu, ça prend 30 secondes ici, de tourner ici dans les graines pour réhomogénéiser un peu. Ça va germer petit à petit. En combien de temps? C'est difficile de le dire parce que ça va dépendre de 2 choses. Premièrement, de la température. Et deuxièmement, des espèces de graines que vous avez mises à germer. Alors, si vous faites un potager, vous savez bien qu'il y a des choses qui germent très vite et il y a des choses qui germent beaucoup plus lentement. Les carottes, par exemple, il faut vraiment être patient avec les carottes. Par contre, les petits pois, ça va quand même encore assez vite. Ici, ça va être pareil. Donc, on va avoir, si vous utilisez un mélange, des choses qui vont germer plus vite que d'autres. Ça, c'est vraiment pas grave parce que de toute façon, les graines, les animaux les mangent, qu'elles soient germées ou pas, ou même à l'état de plante, ce sont des choses que les animaux vont manger. Donc vous aurez simplement des stades de maturité un petit peu différents. Alors ici, ce sera important que votre récipient il soit bien à plat. Parce qu'évidemment, si ça penche, l'eau, elle va partir d'un côté et puis ça va sécher de l'autre côté. Donc ce sera bien de vérifier que ce soit bien à plat. Et voilà, au bout de quelques jours, vous allez avoir le germe qui va apparaître et puis c'est un petit peu vous qui décidez quand vous avez envie de les donner aux animaux. Alors généralement, on prévoit un bac pour 3 ou 4 jours. Donc on prend par exemple un quart des graines qu'on distribue un soir et puis l'autre quart le lendemain, etc. Donc les choses vont évoluer, ça va germer toujours un petit peu plus. Mais comme ça, 4 jours après avoir démarré celui-ci, vous démarrez un deuxième à côté pour en avoir un petit peu tous les jours en continu. Voilà les graines germées. Une petite précaution, c'est éviter les moisissures parasites. Parce que ça peut quand même être mauvais pour vos animaux. Et donc, ce que vous allez faire quand vous brassez avec votre main nue, c'est toujours mieux. Si vous sentez que ça chauffe, c'est pas bon.
Si ça chauffe, c'est qu'il y a des fermentations qui se passent anaérobie, donc en absence d'oxygène, et ça, c'est pas bon. Moi, mes premiers essais de graines germées, je les ai faits dans des seaux de 5 litres. J'avais un seau et puis je versais le seau dans un autre seau pour brasser. Eh bien, ça ne marchait pas parce qu'il y avait trop d'épaisseur de graines. Et là, j'ai commencé à sentir que ça chauffait. Et c'est beaucoup plus difficile à gérer qu'avec un récipient comme ça qui est bien plat et où il n'y a pas trop de profondeur. Alors, les graines germées, voilà, donc comme je le disais, les poules, les oies, les canards, on peut leur mettre par exemple la moitié de leur ration. Et pour les chèvres et les moutons, y aller toujours doucement. N'oubliez pas que ce soit pour les baies ou les graines germées, quand vous changez d'alimentation, il faut toujours le faire en douceur. Parce que la flore bactérienne, la flore intestinale a besoin de s'adapter progressivement au nouvel aliment. C'est la même chose pour les chiens, les chats. Quand vous changez de paquet de croquettes, il faut toujours mélanger un petit peu les deux avant de passer à l'aliment suivant. Et voilà, les graines germées. Est-ce qu'on a des questions, Violaine? J'arrive. Alors, il y a une question de Florence. À quelle température faut-il mettre les germes, les graines à germer, et faut-il de la lumière? Ah, voilà. Donc, quelques petits détails effectivement qui sont importants. Mes premières graines germées, je les ai faites à la maison, en plein hiver. Il faisait facilement 20 degrés. Ça allait très vite et certainement trop vite parce que c'est là que j'ai eu des problèmes de moisissures qui se développaient, etc. Et donc, ma conclusion à ce moment-là, c'était de dire, ah ben non, ça c'est quand même trop chaud. Maintenant, il ne faut pas non plus les mettre trop froid. Donc, essayer de faire des graines germées dehors en hiver, évidemment, ça ne va pas marcher. Parce qu'il faut quand même une certaine température pour que les graines germent. La solution que j'ai trouvée, moi, c'est de faire les graines germées dans une serre vitrée que j'ai contre la maison et qui a une température intermédiaire. Donc, ce n'est pas la température de dehors, ce n'est pas la température de dedans, mais c'est entre les deux. Vous pouvez le faire aussi dans une buanderie, dans une cave, qui est une pièce assez fraîche, mais évidemment qui ne gèle pas. Idéalement, au-dessus de 5 degrés, c'est quand même mieux. Et alors, en fonction des espèces que vous avez dans le mélange, il y en a qui vont germer à une température assez basse, comme le blé par exemple, et puis il y en a d'autres qui vont avoir besoin de plus de chaleur pour germer aussi. Donc, ça peut être un petit peu variable. Ça, c'est pour la température. Alors, par rapport à la lumière, Justine, on n'a pas vraiment besoin de lumière pour faire germer des graines, puisque la graine, elle germe où d'habitude? Elle germe dans le sol. Donc, elle germe en absence de lumière. Et c'est à partir du moment où on va avoir les petites plantules qui se développent, les petites plantules qui vont commencer à faire des petites feuilles, des petits cotylédons avec déjà de la chlorophylle, qui vont vouloir faire de la photosynthèse, comme toutes les plantes. C'est à partir de ce moment-là qu'il y aura un peu plus de besoin de lumière, mais on peut déjà distribuer les graines germées avant vraiment que ça commence à verdir. Donc, ce n'est pas forcément tout à fait nécessaire. Il faut que ça ventile bien, il faut vraiment que les bacs soient bien en contact avec l'air ambiant. Et il y en a ceux qui font des étagères, mais il faut toujours laisser de l'espace et que l'air circule vraiment à travers de l'étagère, donc pas quelque chose de fermé. Et ils font comme ça plusieurs étages de bacs de graines germées pour en avoir aussi en continu pour les élevages. Donc voilà, température, j'ai envie de dire, idéalement entre 10 et 15 degrés, c'est quelque chose de très bien, et pas forcément de la lumière, il ne faut pas trop se tracasser avec ça. Voilà, et je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Violaine? J'arrive. Oh, bravo. Alors, c'est une question que je me suis posée, peut-être que je n'ai pas entendu quand tu en as parlé, je ne sais pas. Mais les graines germées, on les destine surtout à quel type d'animaux? À tous les animaux dont on a parlé, les poules, les canards, tout, les chèvres et tout ça. Donc, il en faut des grosses quantités, alors il faut...
Ça dépend du nombre d'animaux qu'on a, hein, Ouais. évidemment. Donc on peut les destiner vraiment... je ne connais pas d'animaux pour qui c'est contre-indiqué. Moi j'ai même eu des cochons l'année passée, ils ont eu des graines germées, ils en raffolaient aussi. Hein. Donc comme je le disais, des animaux qui peuvent manger sans trop de soucis des graines de manière générale, comme des poules, des canards, des oies ou des cochons, eux ils peuvent en manger vraiment... voilà, j'ai envie de dire un tiers ou la moitié de la ration, on peut leur donner des graines germées. Donc pas forcément en continu tout l'hiver, hein, parce que ça c'est quand même fort énergétique. Hein. Faut pas manger des pizzas tous les jours, sinon on grossit. Mais voilà, on peut leur faire des cures. Il faut savoir que les graines germées au départ c'est un aliment qu'on donne pour les animaux convalescents, qui permet vraiment de les retaper aussi. Donc c'est fort concentré en énergie. Alors pour les chèvres et les moutons qui sont des ruminants, là comme je le disais, il faut vraiment être prudent parce que ce pas des animaux qui sont censés manger des graines comme ça. Donc toujours après du foin pour que le rumen ait bien travaillé. Voilà, en fait il y a un effet tampon de la salive. Donc la salive qu'ils vont produire en mangeant du foin va tamponner le pH au niveau du rumen et donc empêcher l'acidification que va provoquer l'apport des céréales avec la flore intestinale qui va pétiller complètement. Voilà, ça sera tamponné par la salive grâce au foin, mais il ne faut pas abuser des bonnes choses. Et donc effectivement, ça peut faire pas mal de petites graines quand on a un petit peu tout comme animaux, comme moi. D'accord, merci. Voilà. Ouais, j'en sais un peu plus. Et alors, écoute, je ne sais pas si tu as fini pour les graines germées. Ben oui, j'ai terminé ici. Il est juste la bonne heure. Oui, moi je voulais vous remercier. Ah, tu as j'ai encore une petite question. Super. Question d'Olivier. Oui. C'est un peu en dehors de ce dont tu as parlé, mais est-ce que ça arrive d'avoir des poussins prématurés et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Oui, ça peut arriver d'avoir des poussins prématurés, des canetons prématurés. Ça arrive quand on intervient, généralement. Quand on a des œufs en couveuse, on voit que le petit poussin ou le petit caneton il a fait un petit éclat dans sa coquille. Et ça peut arriver qu'on est un petit peu trop curieux et on a envie de l'aider à sortir. Alors les poussins, souvent, l'observation que moi je fais, puisque j'élève des poules pondeuses, j'élève des canards coureurs indiens, des canards de Barbarie et des oisons, donc je sais comparer les 4 volailles, je remarque que les poussins, ça va très vite en fait, l'éclosion. Hein, on ne se pose pas trop de questions, généralement, ils sont très vite sortis. Par contre, les canards ou les oies, ça peut prendre plus de temps et parfois ils ont plus de difficultés à sortir tout seuls. Et oui, à ce moment-là, moi j'ai fait l'erreur de débutante comme tous les débutants aussi au début de mon élevage. On a tendance à vouloir aider et là on peut aller trop vite. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir une hémorragie qui se produit par le fait qu'on rompt le cordon alors qu'il devrait normalement se dissoudre d'une certaine manière tout seul. Et donc là, on peut avoir une hémorragie interne au niveau du petit poussin ou du petit caneton. Et ce qu'on a aussi quand ils sortent un peu trop vite, c'est qu'ils ne se sèchent pas bien. Voilà, souvent un petit poussin, il va même déjà sécher dans la couveuse alors que c'est un milieu très humide. Et puis dès que vous le mettez sous la lampe chauffante, il est tout à fait sec. Ici, avec les petits prématurés, quand on s'y prend trop tôt, voilà, ils ne sèchent pas, ça ne marche pas. Et c'est une erreur, il faut essayer de laisser faire la nature, se retenir parce qu'on a envie de voir le petit caneton, c'est trop mignon, on a envie d'intervenir, mais il vaut mieux laisser faire les choses. Et ceux qui n'arrivent pas à sortir de l'œuf, c'est qu'ils ont un problème et c'est qu'ils allaient de toute façon mourir par après parce qu'ils sont trop faibles, parce qu'ils n'ont pas eu toute l'énergie dont ils avaient besoin pour sortir. Ouais, oh, merci. Oui, il me semblait bien. Mais bon, voilà. Voilà, je pense que c'est tout pour les questions. Moi, je remercie nos spectateurs, ceux qui nous regardent en direct et puis ceux qui nous regarderont un petit peu plus tard, évidemment. Et donc, voilà, c'est un plaisir pour moi de partager sur le petit élevage. On écrira encore des articles sur ce sujet dans l'Esprit Jardin. Et je vous dis à très bientôt. Je laisse Violaine clôturer la séance. Merci Violaine pour ton aide précieuse et ton invitation. Merci.
Alors, chers amis, merci pour votre attention. Nous espérons que cette conférence vous en aura appris plus sur les soins aux animaux de la ferme. Vous pouvez voir et revoir cette vidéo sur notre page Facebook. Excusez-moi. Merci de la partager avec vos amis, je compte sur vous. Et pour terminer, je vous propose un peu de lecture. Sylvie, que nous venons de recevoir, est également l'auteur de ce livre. Je vois, si on le voit bien, voilà, Des canards coureurs indiens dans mon jardin, aux éditions Terre Vivante, en vente sur notre site. Découvrez également notre nouvel agenda Esprit Jardin 2021. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Le thème est Mon jardin 100% nature. Chaque semaine, 2 pages d'agenda avec le calendrier lunaire. Chaque mois, excusez-moi, les travaux du mois et un thème est développé. Une nouveauté aussi, chaque mois, 2 pages pour le jardin en ville. Vous pouvez vous le procurer en librairie ou sur notre site. Enfin, bonne nouvelle, le numéro de novembre de l'Esprit Jardin vient de paraître. Vous allez le recevoir probablement d'ici 2-3 jours dans votre boîte aux lettres. Encore un peu de patience. C'est tout pour la lecture. Pour notre prochaine vidéoconférence, retrouvez Francis Scholtes le mercredi 18 novembre à 19h30, même jour, même heure. Il nous parlera de l'entretien des plantes d'intérieur, cyclamène, azalée, orchidées, poinsettia, etc. Bonne soirée, prenez soin de vous. À la prochaine. Merci beaucoup.